Filia marche dans les rues pavées de Gertonia, attirant les regards de tous ceux qui passent. L'air bourdonne de murmures de son retour. Des rumeurs se sont répandues sur son voyage vers le nord-ouest, où elle a vaincu seule les menaces monstrueuses qui s'y cachaient. Maintenant qu'elle est revenue, le royaume est en émoi, admirant ses exploits légendaires, racontant comment elle a sauvé d'innombrables villes. Elle semble parfaite, capable de tout. Pourtant, malgré sa perfection, il y a une chose qui lui manque, un sourire. Un jeune garçon la salue en passant, sa voix tremblant de nervosité. Elle tourne légèrement la tête, répondant à son salut. Mais son visage reste illisible, son expression dépourvue de chaleur. Elle ne sourit pas, ni n'exprime la gentillesse que l'on attend des saints. Ailleurs, dans le marché animé, Oswald, un voyageur peu familier avec le royaume, se trouve captivé par la vue de Filia. Il demande au vendeur à son sujet, et le vendeur sait immédiatement qu'il doit être nouveau en Gertonie. Il commence à expliquer l'importance de ce qu'Oswald vient de voir. Gertonie, dit-il, est bénie avec non pas un, mais deux saints. L'autre sainte, Mia, est une figure bien aimée, rayonnante, chaleureuse et adorée de tous. Sa gentillesse et son sourire toujours présents sont un phare d'espoir, gagnant facilement les cœurs des gens. Mais la femme qu'Oswald venait de voir était la sœur de Mia, Sainte Filia, une figure d'une grandeur inégalée. Contrairement à Mia, Filia n'est pas aimée pour son charme, mais pour sa puissance pure. Ses capacités dépassent toutes les attentes, et en conséquence, les gens la cherchent pour des tâches autrefois jugées impossibles. Elle sécurise les routes commerciales, invoque la pluie pour les cultures, et développe même des médicaments avancés. Il n'y a aucun défi qu'elle ne puisse surmonter. Et pourtant, malgré sa grandeur, elle n'est pas universellement adorée. Certains la jalousent. Quand Filia rentre chez elle, elle n'est pas accueillie par des éloges, mais par un froid reproche. Sa mère ne reconnaît pas ses efforts. Au lieu de cela, elle la gronde pour avoir perdu du temps à satisfaire les demandes interminables des gens. Ses réalisations sont rejetées comme de l'arrogance, comme une démonstration de supériorité inutile. Comparée à Mia, qui a terminé sa formation de sainte avec aisance et dont la chaleur attire naturellement les gens, Filia est jugée en manque. Pour sa mère, elle n'est rien de plus qu'un échec qui a mis trop de temps à devenir une sainte. Une femme qui a tout sauf la seule chose qui compte vraiment, un sourire. Des mots durs pleuvent sur elle, mais Filia ne bronche pas. Son visage reste neutre, comme si les reproches ne l'affectaient pas. Elle ne se défend pas, mentionnant simplement une brève excuse à sa mère. Elle reste simplement immobile, même si la réprimande continue. Quand sa mère s'éloigne finalement, la maison tombe dans le silence. Filia est laissée seule avec ses pensées. Elle réfléchit au poids de son existence, à la façon dont on lui avait appris dès son plus jeune âge que le devoir d'un saint était de servir et de protéger. Elle avait fait exactement cela, avait tout donné aux habitants de Gertonia, pourtant elle restait une paria à leurs yeux. Peu importe combien elle donnait, il y avait une chose qui la distinguait. Ce soir-là, la pluie tombe sans relâche sur Gertonia. Filia se tient devant une vitre, regardant son propre reflet. Elle essaie de comprendre. Elle se souvient de son enfance, une époque où elle a commencé à comprendre qu'elle était différente. Même alors, elle n'avait jamais su comment sourire. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ses parents gardaient leur distance. Elle se souvient avoir vu Mia se prélasser dans l'amour de ceux qui l'entouraient, accueillie sans effort par la chaleur des autres. Filia avait réalisé dès son jeune âge qu'elle devrait travailler sans relâche juste pour être remarquée. Si elle ne pouvait pas sourire, elle devait se rendre indispensable d'autres manières. Ailleurs, Oswald continue sa recherche de réponses sur Filia. Tenant un livret à la main, il apprend qu'elle est née dans une lignée de saints, qu'elle a été envoyée à l'église à l'âge de 5 ans, où elle a subi des années d'entraînement rigoureux, apprenant l'histoire, l'étiquette, la magie et les arts martiaux. Déterminée à compenser son incapacité à sourire, Filia s'est consacrée à exceller dans tous les domaines possibles. Ses parents, voyant sa faiblesse, l'avait mise dans une formation rigoureuse de sainte. Son mentor l'a poussée à ses limites, la façonnant en une sainte parfaite, capable de tout, qui ne faiblissait jamais. Elle avait enduré des épreuves au-delà de toute mesure, et maîtrisait des compétences incompréhensibles. Pourtant, peu importe combien elle essayait, il y avait une chose qu'elle ne pouvait jamais faire, elle ne pouvait pas sourire. Oswald continue ses recherches sur Filia et découvre plus sur sa vie. Elle est devenue sainte à seulement 16 ans. Depuis, elle est connue comme la meilleure de tous les temps. Maintenant, à 19 ans, elle a obtenu la reconnaissance du roi et est fiancée au prince Julius, le deuxième prince de Gertonia. Alors qu'Oswald assimile cette information, sa lecture est interrompue par un homme habillé comme un chevalier. Le chevalier lui dit que sa majesté l'a convoqué. Pendant ce temps, Filia marche dans les rues de Gertonia, perdue dans ses pensées. Lorsqu'elle s'est fiancée au prince Julius, elle croyait qu'il lui apporterait enfin la reconnaissance qu'elle avait toujours recherchée. Elle pensait que ses efforts seraient enfin appréciés. Pourtant, en marchant, elle voit un garçon rire de joie pure tandis que son père rentre à la maison. Elle ne peut s'empêcher de le regarder. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle est accueillie par sa jeune sœur, Mia, qui lui sourit derrière un livre ouvert. Bien que leur maison n'ait jamais vraiment été accueillante, la gentillesse de Mia rend le retour plus facile. Alors que Mia parle avec excitation, elle remarque que Filia tient une petite boîte. Curieuse, elle l'attrape.
Filia ne l'arrête pas et Mia l'ouvre pour y trouver une épingle à cheveux en forme de rose délicate à l'intérieur. Elle la regarde avec surprise. Filia n'a jamais montré d'intérêt pour les vêtements, l'art, la musique ou quoi que ce soit lié aux tendances, et pourtant elle l'avait acheté pour elle. L'idée remplit Mia de joie. Désireuse de faire quelque chose en retour, Mia propose de choisir une tenue pour la prochaine réunion de Filia avec le prince Julius. Filia hésite, mais ne refuse pas. Julius avait effectivement demandé à la voir demain. Quand Mia demande en plaisantant si c'est un rendez-vous, Filia ne sait pas quoi répondre. Mais comme Mia ne peut pas discuter avec un prince, elles promettent de faire du shopping ensemble le prochain jour de congé de Filia. En voyant l'excitation de Mia, Filia se rappelle à quel point elles sont différentes. Mia est pleine de chaleur et de charme, toujours entourée de gens qui l'adorent. Dans le palais royal, le prince Julius parle avec ses compagnons, parlant de Filia avec dégoût. Il la qualifie de misérable et insupportable, se moquant du titre de la plus grande de tous les temps. Les autres rient, la comparant aux saints légendaires avant elle, disant que ses efforts ne sont rien comparés aux leurs. Malgré tout le bien qu'elle a fait pour Gertonia, elle a suscité plus de ressentiment que d'admiration. Pour Julius, ce n'est pas une femme, c'est une machine, un être intouchable que personne ne pourrait jamais aimer. Et il a décidé que Gertonia n'a pas besoin de deux seins. Les plans sont déjà en cours. Bientôt, ils agiront. Le lendemain, Mia se promène dans les rues animées de Gertonia, arborant fièrement sa nouvelle barrette rose. Les gens la saluent avec des sourires chaleureux, impatients de lui parler. Une femme lui demande si c'est son jour de congé, et lorsque Mia confirme, plus de gens se rassemblent autour d'elle. Un enfant lui offre une poignée de fleurs qu'elle accepte avec joie. Quand quelqu'un demande à propos de sa barrette, elle sourit largement, disant que la personne qu'elle admire le plus lui a offerte. À ce moment-là, elle se demande si Filia est déjà arrivée au château. À l'intérieur des grands couloirs du palais, Filia marche d'un pas assuré. Elle a été appelée d'urgence, mais ne sait pas pourquoi. Elle jette un coup d'œil par une fenêtre proche et remarque la calèche familiale garée à l'extérieur. Son père est là aussi. Quand elle entre dans la chambre du prince, Julius la salue avec un sourire inhabituel. Elle ne l'a jamais vu d'aussi bonne humeur auparavant. Il commence par mentionner ses récentes actions, comment elle a vaincu les loups-garous dans le nord-ouest, mais au lieu de la féliciter, il se tourne rapidement vers les plaintes. Ses soldats disent qu'elle a dépassé son rôle, en prenant leurs tâches et même en osant suggérer de nouvelles formations de bataille. Julius dit que ce n'est pas la place d'une femme de faire de telles choses. Filia écoute en silence, sentant que quelque chose ne va pas. Julius semble bien trop content, son sourire s'élargissant alors qu'il se lève de son siège. Puis, sans hésitation, il annonce la nouvelle que leurs fiançailles sont terminées. Son visage reste calme, mais ses doigts se serrent autour du tissu de sa robe, alors qu'elle demande calmement pourquoi. Julius ne faiblit pas, il a choisi d'épouser Mia à la place. Pendant un instant, son esprit se vide. Il continue, amusé, Filia, dit-il, est trop parfaite, trop humaine, un sein doit être doux, gracieux et aimé. Elle n'est rien de tout cela. Mia, en revanche, est tout ce qu'une reine devrait être, belle, chaleureuse et adorée de tous. Comparée à elle, Filia sera toujours inférieure. Filia reste silencieuse un long moment avant de finalement demander si Mia est au courant. Julius rit avant d'admettre qu'elle ne l'est pas encore. Mais il affirme avec confiance que Mia a toujours cherché son attention. Avant que Filia puisse comprendre ces mots, les portes s'ouvrent brusquement et ses parents entrent. Ils n'objectent pas à la décision du prince. Au contraire, ils pressent Filia de l'accepter immédiatement. Ils voient cela comme une opportunité. Mia sera une reine formidable. Filia ferait tout pour le bonheur de Mia. Mais avant même qu'elle puisse commencer à traiter cette nouvelle, Julius livre un autre coup. Elle quitte Gertonia. La réalisation la saisit alors que son souffle se coupe. Julius l'a vendue à Parna Corda. Son esprit s'emballe, luttant pour comprendre. Le royaume voisin a récemment perdu leur sainte et est désespéré d'en avoir une nouvelle. Ils ont offert une fortune, une somme égale à tout le budget annuel de Gertonia, pour prendre Filia en échange. C'est une affaire parfaite, explique Julius. Cela le fait paraître noble, un prince prêt à sacrifier sa fiancée pour le bien du royaume. Sa famille en profite également, ils recevront 30% de l'argent. Ses parents sont ravis et selon les mots du prince Julius, Mia sera heureuse aussi. Il semble que tout le monde a gagné de cette décision, tout le monde sauf Filia. Alors qu'elle plonge dans ses pensées, le rire de ses parents transperce le silence. Il n'y a pas de pitié dans leur voix, seulement de la moquerie. Ils plaisantent sur le fait qu'il est surprenant qu'un royaume dépense autant pour quelqu'un comme Filia. Pour la première fois, quelqu'un trouve de la valeur en elle, ce qui est assez étrange. Non seulement cet accord apportera de la richesse à ses parents, la haute société pour avoir sacrifié leur fille pour protéger une autre nation. Leurs mots lui rappellent tous les efforts qu'elle a fournis, chaque tâche qu'elle a accomplie, chaque vie qu'elle a sauvée, tout cela dans l'espoir de gagner leur approbation. Et pourtant, à la fin, ils l'abandonnent si facilement, comme si elle n'avait jamais été vraiment leur fille. Ses pensées s'assombrissent, engloutissant tout espace restant pour le bonheur. Pendant ce temps, inconsciente de tout, Mia rentre chez elle avec sa grâce et son élégance habituelle. Quand Filia arrive, elle trouve sa valise déjà placée à l'extérieur des portes,
comme si sa présence n'était plus la bienvenue. Elle le prend, prête à partir, mais s'arrête et se retourne. Une partie d'elle se demande ce qu'elle aurait pu faire différemment, comment elle aurait pu changer les choses, mais la vérité est qu'elle ne le saura peut-être jamais. Cette nuit-là, elle quitte le royaume dans une calèche, incapable de réparer quoi que ce soit maintenant qu'il est trop tard. De retour au château, le prince Julius imagine déjà comment dépenser la grosse somme que Parnacorda a payée pour Filia. Avec la santé du roi en déclin rapide et le premier prince, Ferdinand, s'étant retiré par crainte du pouvoir de son frère, le couronnement de Julius semble inévitable. Bientôt, il régnera sur Guertonia. Dans son esprit, tout se met en place. Il aura le trône, l'admiration de la cour et Mia à ses côtés. Pendant ce temps, Filia voyage jour et nuit à travers des terrains difficiles, des montagnes, des rivières et des routes sinueuses. Le long voyage épuisant la fatigue, et elle se retrouve à somnoler. N'ayant rien d'autre à faire, son esprit vagabonde. Elle se demande quel genre d'endroit est Parnacorda. Ils ont payé un prix si élevé pour elle, ils s'attendent sûrement à ce qu'elle en vaille la peine. Elle suppose qu'ils la feront travailler d'arrache-pied, et peut-être que c'est juste. Mais peu importe où elle se retrouve, son devoir en tant que sainte reste inchangé. C'est la seule constante. Ses pensées sont interrompues lorsque la calèche s'arrête soudainement. Le cocher l'informe qu'ils sont arrivés à l'endroit le plus éloigné où ils peuvent la conduire. Elle devra continuer à partir de la frontière dans une autre calèche. Portant sa valise, elle marche seule vers le tunnel, marquant la frontière entre les nations. Au bout, elle aperçoit des silhouettes au loin et se demande si c'est normal que des gens soient là à cet endroit de la ville. À sa surprise, un groupe de chevaliers l'attend, alignés formellement pour l'accueillir à Parnacorda. Leur chef s'avance, Oswald. Il lui tend la main avec un sourire chaleureux, quelque chose que Filia n'avait jamais vécu à Guertonia. Bientôt, Filia monte dans la calèche préparée par le prince Oswald de Parnacorda. Elle pense à la façon dont les gens la traitent, croyant que c'est naturel. Ils ont payé beaucoup pour elle, donc bien sûr, ils veulent prendre soin de leur investissement. Mais lorsqu'elle arrive au château, elle est surprise de voir une fête de bienvenue préparée pour elle. Leur dîner est orné de décorations et les longues tables sont remplies de nourriture élaborée et luxueuse. Un groupe de nobles se rassemble pour l'accueillir, dirigé par le chef de l'église. Il exprime à quel point ils sont heureux de la voir à Parnacorda, et les autres partagent ce sentiment. Filia, peu habituée à être traitée ainsi, demande immédiatement quelles sont ses tâches pour la journée. À sa surprise, on lui dit que sa seule tâche pour la journée est de profiter de la célébration de bienvenue. Les membres de l'église lui offrent alors une variété de nourriture, souriant chaleureusement en l'encourageant à manger. Leur bonheur la surprend, mais elle les remercie en retour. Pendant qu'elle mange, Filia se remémore qu'elle n'était rien de plus qu'une personne effacée lors de rassemblements comme ceux-ci. Elle mange sa salade et est étonnée par sa délicieuse saveur. Ensuite, le prince Oswald s'approche d'elle, lui demande au sujet de la nourriture et fait des remarques sur les légumes. Il mentionne qu'il a cultivé les légumes lui-même, malgré la difficulté causée par le manque de pluie cette année. Filia suppose qu'il est agriculteur et se prépare à offrir son aide, mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un autre homme l'appelle, s'adressant à lui en tant que Prince Oswald. C'est seulement alors qu'elle réalise qu'elle parlait au prince tout ce temps. Celui qui l'appelle est Jorn, le chef de l'église qui l'a accueilli. Il est sur le point d'informer le prince Oswald que le prince Richard le cherche. Jorn présente ensuite le prince Oswald comme le deuxième prince de Parnacorda. Le prince Oswald la salue formellement et Jorn part chercher le prince Richard pour pouvoir le présenter également. Laissé seul, le prince Oswald dit à Filia qu'il a quelque chose à lui dire. Elle serre sa jupe, nerveuse à l'idée de ce que cela pourrait être. Mais au lieu de la critiquer, il incline la tête et s'excuse. Il admet que l'achat d'une sainte pourrait être considéré comme un acte honteux et un manque de respect à sa dignité, mais avec la sainte précédente disparue, leur royaume n'en avait pas d'autre. Choix. Lorsque Guertonia a offert Filia, cela ressemblait à une bénédiction divine pour eux, alors il promet de répondre à tous ses besoins pendant qu'elle est à Parnacorda. Il dit qu'il espère qu'un jour, elle viendra aimer leur pays. Filia est stupéfaite, elle ne s'attendait jamais à ce qu'un prince dise quelque chose comme ça. L'amour est une idée lointaine pour elle maintenant, elle ne sait même plus ce que cela signifie. Ses yeux commencent à piquer de larmes. Prince Oswald le remarque et s'inquiète d'en avoir trop dit. Pour détendre l'atmosphère, il ramène la conversation sur les légumes. Filia mentionne qu'elle pourrait être en mesure d'augmenter les précipitations dans quelques jours si on lui en donne le temps. Mais en disant cela, un souvenir lui traverse l'esprit. Chaque fois qu'elle aide les autres, elle avertit souvent de ne pas empiéter sur le travail des autres. Donc elle est surprise par ses pensées et se demande si elle est en train de le refaire. Mais la réponse qu'elle reçoit est loin d'être une critique. Le prince Oswald est ravi. Sa joie attire l'attention d'une autre personne, le prince Richard, le premier prince de Parnacorda. Le prince Richard salue Filia et la félicite pour ses compétences. À ce moment-là, se tenant entre deux princes qui la saluent personnellement et parlent de son potentiel, la pression s'installe. Le poids des attentes pèse lourdement sur ses épaules. Ce jour-là, son rôle en tant que nouvelle sainte de Parnacorda commence. Plus tard dans l'après-midi, Filia parcourt à nouveau le royaume dans son carrosse. Les rues sont sombres et les gens ont l'air fatigués. Elle écoute leur conversation, ils parlent de la hausse des prix et des difficultés causées par le retour des monstres. Le commerce est devenu plus difficile. Beaucoup disent que les choses étaient différentes quand la sainte précédente était encore en vie. Ils se souviennent de sa gentillesse, de la facilité de la vie à cette époque. Ils disent vouloir un nouveau saint et certains mentionnent qu'un vient juste d'arriver, sainte Filia. Mais d'autres commentent qu'elle semble inaccessible. Le lendemain matin, Filia se réveille dans une chambre immense. Jorn lui avait dit
dit qu'elle aurait une nouvelle maison, mais cela dépasse de loin ce qu'elle imaginait. L'espace est 2 fois plus grand que toute sa maison à Guertonia. Elle se lève de son lit pour se préparer et finalement laisse la vérité s'imposer. Elle se souvient de ce que le prince Oswald a dit, qu'elle devrait essayer d'aimer leur pays. L'idée semble écrasante, mais cela lui donne aussi un objectif. Si elle doit répondre à leurs attentes, elle devra travailler plus dur que jamais. Elle se lève du lit et marche à travers les longs couloirs de la maison. En passant, elle rencontre 2 personnes, Leonardo et Lena, le majordome et la femme de chambre. Ils sont surpris de la voir debout si tôt et lui conseillent de se reposer plus longtemps. Mais Filia a l'habitude de commencer sa journée tôt. Au lieu de suivre leurs conseils, elle leur demande de préparer quelque chose pour elle. Ce jour-là, Filia se promène en calèche, une grande carte ouverte dans les mains. Ses yeux parcourent le royaume de Parnacorda dans son ensemble. Situé au centre du continent et bordé par 5 autres nations, le royaume est riche en caractéristiques naturelles, comme des forêts et des montagnes. Mais les forêts et les montagnes servent de nid naturel aux monstres. Ses yeux parcourent la carte alors qu'elle choisit silencieusement sa première destination. Avant qu'elle ne puisse parler, ils expliquent rapidement qu'ils ont été assignés pour répondre à ses besoins et l'accompagner dans toutes ses tâches. Lena trouve encore surprenant à quel point Filia se réveille tôt, mais Filia ne ressent rien de tel. Elle est simplement habituée à ce rythme. C'est ainsi qu'elle a toujours fonctionné. Leurs réactions sont remplies d'incrédulité et d'inquiétude. Si c'est ainsi qu'elle opère quotidiennement, alors ils devront suivre. Elle leur dit qu'elle recherche des sites de nidification de monstres, et en fonction du terrain qu'ils traversent, Leonardo devine facilement leur cible, les montagnes de Detrahorn. Quand ils arrivent au pied des montagnes, le ciel est d'un gris menaçant et l'air semble anormalement lourd. Une pression étouffante s'installe sur eux, rendant la respiration difficile. Filia reconnaît immédiatement les signes. Il y a une forte présence de monstres dans la région. Elle suggère de rester en arrière, mais tous 2 sortent leurs armes et avancent sans hésitation. Ils viennent entièrement préparés pour la défendre pendant qu'elle travaille. Filia est surprise, mais suppose qu'ils sont venus pour s'assurer qu'elle fait bien son travail. C'est la première fois que quelqu'un la regarde accomplir ses devoirs sacrés, et cela la distrait légèrement. Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt, Lena commence à poser des questions. Elle n'a jamais eu l'occasion de travailler aux côtés de la sainte précédente et ne sait pas à quoi ressemble le processus. Leonardo, qui a autrefois servi sous l'ancienne sainte, lui explique le rituel. D'abord, le saint doit prier profondément, invoquant le pouvoir divin pour créer des piliers de lumière. Ces piliers forment la base d'une barrière protectrice. Une fois en place, la barrière transforme la zone en un terrain sacré où les monstres s'affaiblissent et finissent par disparaître. Plus il y a de piliers, plus la barrière devient forte, mais le processus est épuisant. Construire même un seul pilier peut prendre toute une journée. C'est pourquoi ils sont là, pour garder Filia en sécurité pendant qu'elle travaille. Mais à leur grand étonnement, Filia termine le premier pilier si facilement. Leonardo sort sa montre, voyant qu'elle l'a terminé en seulement 30 minutes. Pour elle, ce n'est rien d'inhabituel. Elle mentionne en passant qu'elle prévoit de créer 7 autres piliers dans différentes zones, estimant qu'elle les finira tous après le déjeuner. Lena la regarde, les yeux écarquillés, à peine capable de croire ce qu'elle entend. Même Leonardo est surpris. Pour lui, le souvenir de la difficulté qu'avait eu le saint précédent à élever ne serait-ce qu'un seul pilier est encore frais. En voyant Filia passer d'un site à l'autre avec une concentration sans faille, il réalise à quel point elle est extraordinaire. Le prince Oswald a bien fait, elle dépasse de loin tout le monde. Attendu, au moment où Filia finit d'ériger le dernier pilier, la transformation est stupéfiante. L'air oppressant a disparu, remplacé par une lumière chaleureuse et un vent doux. Leonardo la félicite pour son travail incroyable et suggère qu'ils rentrent à la maison pour se reposer. Mais Filia refuse. Elle veut étudier l'écosystème local et la végétation, croyant que l'information pourrait être utile pour de futures recherches. Ensuite, elle envisage de visiter les territoires de l'Ouest pour en établir davantage. Obstacle. Lena et Leonardo se regardent, vaincus mais résignés. Ils n'ont pas d'autre choix que de suivre son implacable rythme. Quand ils rentrent enfin chez eux ce soir-là, Filia s'excuse de les avoir gardés si tard. Ils disent que ça va et même la félicitent, bien qu'en réalité, ils soient encore sous le choc. Filia ne leur a accordé aucune pause. Même maintenant, elle parle toujours de tâches supplémentaires à faire. Finalement, ils prennent la parole et lui disent qu'elle doit arrêter. Elle travaille trop dur et si quoi que ce soit lui arrive, cela se répercutera mal sur eux. Leonardo lui dit franchement qu'elle a accompli 3 fois ce qu'un saint dans l'histoire pourrait gérer en une seule journée. Elle travaille sans arrêt, même dans la voiture. Lena est d'accord, disant qu'elle va au-delà de ce qu'un saint fait habituellement. Filia écoute, confuse, elle se souvient de sa formation, comment elle a appris tout ce qu'elle pouvait pour protéger son pays. Mais quand le prince Julius a découvert qu'elle développait un nouveau médicament, il lui a dit de s'en éloigner. Leonardo lui suggère alors de prendre un jour de repos demain. Filia le regarde, perplexe, comme si elle entendait cette expression pour la première fois. Qu'une sainte prenne une pause semble irresponsable, voire dangereux. Leonardo insiste. Sa santé compte aussi. Si elle s'effondre, la nation souffrira encore plus.
Filia reste silencieuse un instant. Ce qu'ils disent va à l'encontre de tout ce que sa mère lui a jamais dit. Pourtant, elle insiste sur le fait que le royaume est dans un état critique. Au moins, elle doit ériger des barrières dans les régions de l'Est et du Sud demain. Alors que Lena et Léonard quittent les quartiers de Filia, ils parlent d'elle. Lena mentionne combien elle est déterminée et sincère, mais aussi maladroite et démunie à certains égards. Même ainsi, elle remarque que Filia semble préférer travailler seule. Avec cela, Léonard partage quelque chose que le prince Oswald lui a dit, que Filia a en fait voyagé tout le chemin jusqu'aux frontières de Parnacorta par elle-même, sans aucun escorte ou assistant. Lena est étonnée. Pour elle, ce n'est pas une manière de traiter une sainte. Les saints sont responsables de la sécurité de leur pays, cela devrait être traité avec soin. Elle ne comprend pas pourquoi la Guertonie permettrait cela. Se sentant encore plus protectrice, Lena décide de dorloter Filia davantage à partir de maintenant, en espérant qu'elle apprendra à mieux prendre soin d'elle-même. Le lendemain matin, les rues sont plus animées que d'habitude. Des sacs pleins de légumes et de fruits longent les routes du marché, et les gens parlent de ce que Filia a fait. Pour la première fois depuis un moment, ils peuvent enfin faire des provisions. Des rumeurs courent sur la façon dont elle travaille sans relâche du lever au coucher du soleil, et les gens la louent pour cela. Ils sont heureux de la voir comme leur sainte. Le prince Oswald entend toutes ses louanges en traversant la ville, et un sourire se dessine sur ses lèvres. Pendant ce temps, à Guertonia, Mia est maintenant la sainte du royaume. Elle a toujours admiré Filia, admirant sa force, son intelligence et sa gentillesse. Mia croyait que tant qu'elle suivait son exemple, tout irait bien. Mais maintenant que Filia est partie, Mia doit affronter la réalité du travail. Seuls, les monstres continuent d'envahir le royaume et les groupes de chasse habituels ne peuvent pas suivre. Le prince Julius est furieux. Il envoie régulièrement des groupes de chasse, mais ils ne font pas de progrès. Avec Filia partie, plus personne ne reste pour éloigner les monstres. Elle gérait tout auparavant, et maintenant, tout le système s'effondre sans elle. Enragé, le prince Julius exige que leurs richesses soient utilisées pour faire tout ce qu'il faut pour sortir de cette situation. Contrôle. Le royaume est devenu plus bruyant depuis le départ de Filia. Les gens se tournent envers Mia, espérant qu'elle réglera tout, mais même elle se sent perdue. Elle trouve cela étrange. Filia est partie pour protéger un pays voisin, mais n'a rien dit à elle auparavant. Mia se souvient de la nuit où Filia a disparu. Elle avait demandé à son père pourquoi. Si un saint était nécessaire, Mia aurait pu y aller. Elle n'est même pas encore fiancée, mais son père l'a trompée. Il lui a dit que c'était le choix de Filia. Maintenant, Mia repense à tout cela. Filia est parfaite, donc il n'y a aucun moyen qu'elle parte sans préparer Mia pour ses tâches de transmission, ou au moins dire au revoir. Cela signifie une seule chose, soit c'était trop soudain, soit elle n'en avait pas le droit. Elle s'en fâche, elle réfléchit à qui aurait pu faire ça, qui aurait pu lui enlever sa sœur. Quiconque sait, elle jure qu'elle les tiendra responsables. Lena la domestique élimine les monstres avec aisance, ses mouvements rapides et précis. À ses côtés se trouve Léonard le majordome, qui gère sa propre part du combat. Sa forme est aussi gracieuse et mortelle que la sienne. Filia se tient à l'écart des deux, notant silencieusement des informations sur une carte dans sa main. Elle se souvient des récits de l'ordre chevaleresque de Parnacorta. En y réfléchissant, l'ordre a peut-être inclus leurs domestiques dans des arts martiaux. L'entraînement. Pourtant, elle ne peut nier l'impressionnante compétence que ces deux-là montrent. Une fois que le dernier monstre tombe, Filia complimente leur travail, mais Lena et Léonard minimisent rapidement leurs efforts. Les monstres étaient déjà affaiblis par le sanctuaire que Filia avait créé, et les potions rudimentaires qu'elle a fournies n'ont fait que booster leur performance. La curiosité de Lena est piquée lorsqu'elle remarque les marques que Filia a dessinées sur sa carte. Elle ne comprend pas ce que signifient les marques. Filia explique qu'elle enregistre l'augmentation des apparitions de monstres. Bien qu'ils aient réussi à les éliminer, les créatures reviennent toujours. Rapidement, Filia leur explique qu'il y a un royaume démoniaque sous la surface, un royaume qui abrite les monstres. Ces créatures trouvent parfois leur chemin vers la surface, et au fur et à mesure que la population du royaume démoniaque augmente, la fréquence de ces invasions augmentera aussi. Avant que la conversation ne puisse continuer, Léonard annonce que le carrosse est prêt, signalant qu'il est temps de se diriger vers le château. Mais juste avant de partir, Lena rappelle à Filia qu'ils ont une autre destination en tête. Pendant ce temps, le prince Oswald se promène dans les rues de Parnacorta, échangeant des salutations avec les habitants. Il mentionne qu'il est de sortie et la curiosité grandit parmi la foule. Lorsqu'il atteint leur point de rendez-vous, il est surpris de trouver Filia déjà là. Elle est vêtue d'une robe marron, une tenue qu'elle porte rarement. Le prince Oswald est immédiatement frappé par elle. Beauté, tandis que Lena ne peut s'empêcher d'afficher une expression amusée derrière elle. Il est clair que Lena est une complice du prince Oswald dans l'orchestration de cela. Rendez-vous. Mais Filia, ayant déjà été engagée auparavant, ne comprend pas vraiment ce qu'implique un rendez-vous. Incertaine, elle suit la suggestion de Lena de visiter Hornburg avec le prince Oswald comme guide. Ce genre de traitement est inhabituel pour Filia et elle ne sait pas comment réagir. Leur premier arrêt est le quartier des marchands où les marchés sont animés par l'activité. Bien qu'elle ait été la cible d'attaques de monstres dans le passé, la région est depuis revenue à la normale grâce en partie à Filia. Effort. Le prince Oswald exprime sa gratitude, ce qui laisse Filia perplexe. Elle ne se voit pas comme méritant de tels éloges. Après tout, elle fait simplement son travail. Mais malgré ses pensées, elle sent son cœur s'emballer à ses mots et Lena remarque sa réaction, visiblement satisfaite. Alors qu'il marche dans les rues, un homme de Guertonia aperçoit Filia. Il la remercie de l'avoir aidé à maintenir son commerce. Son fils est aussi avec lui.
Filia se souvient à quel point les enfants de Guertonia ont peur d'elle, alors elle craint de faire peur à celui-ci aussi. Mais à sa grande surprise, l'enfant la remercie avec un grand sourire. Cette gentillesse inattendue la laisse sans voix, ne sachant pas comment réagir. En fait, toute la ville semble avoir une réaction similaire. Les gens remercient Filia pour ses efforts, lui offrant des fruits et légumes en guise de gratitude. Elle est submergée par leur gentillesse. Mais avant que les choses ne deviennent trop chaotiques, le prince Oswald lui prend doucement la main, l'éloignant et s'excusant auprès de la foule. Lena regarde derrière, clairement amusée. Leur prochaine destination est un café pittoresque entouré de fleurs et de plantes. Le prince Oswald fait un geste vers le menu et dit à Filia de commander ce qu'elle veut. Filia hésite, incertaine de quoi choisir. Elle est contente avec n'importe quoi de comestible. Sentant son incertitude, le prince Oswald suggère quelques éléments et Filia suit son exemple. Toute l'expérience lui semble étrangère. Elle n'est pas habituée à être traitée de cette façon et elle ne sait pas comment agir dans de telles situations. Le prince Oswald, cependant, apaise son inconfort en entamant une conversation. Il la remercie pour son travail et lui rappelle de ne pas se surmener. Sa préoccupation, bien qu'intentionnée, pousse Filia à devenir encore plus réservée. Peu importe à quel point elle essaie, elle ne parvient pas à offrir plus que de brèves réponses. Il n'y a rien qu'elle puisse dire sur elle-même. Son passé a laissé peu de place à de telles pensées, et elle a du mal à exprimer quelque chose de personnel. Cependant, une chose se distingue. Filia aime le thé, elle aime l'arôme apaisant, la façon dont il apaise son esprit. Elle prend une gorgée de thé, savourant la chaleur familière, et dit au prince Oswald qu'elle ne peut pas dire. Plus, elle n'est pas sûre de savoir comment s'expliquer. Le prince Oswald demande où elle aimerait aller ensuite, mais l'esprit de Filia est ailleurs. Tout ce qu'elle veut, c'est accéder à la zone restreinte du château, bibliothèque. Ce n'est pas vraiment un rendez-vous, mais les livres l'appellent. Elle est déterminée à découvrir plus d'informations sur les épidémies de monstres. Il y a des motifs qu'elle ne peut pas expliquer, des motifs qui ne correspondent pas à la géographie ou à l'absence de l'ancien saint. Elle se souvient d'événements similaires dans les livres d'histoire de Guertonia, et les archives de Parnakota semblent correspondre. Son hypothèse devient plus claire. Le royaume démoniaque se rapproche lentement mais sûrement de la surface. Cependant, ni le prince ni Lena ne semblent comprendre cela, alors Filia partage une histoire d'il y a 4 siècles, lorsque le royaume démoniaque avait presque rompu à travers. Les monstres couraient en liberté et le chaos régnait. Asmodée, un archidémon, menait l'attaque, massacrant aussi bien les humains que les animaux. Mais ensuite, une sainte du nom de Fianna Isville, connue sous le nom de Sainte Arche Fianna, s'est levée pour le confronter. Elle a créé d'immenses barrières pour éliminer les monstres et a scellé le corps invincible d'Asmodée, restaurant ainsi la paix dans le pays, et ainsi l'histoire continue jusqu'à ce jour. À cause des graves informations que le prince Oswald apprend de Filia, une conférence est rapidement convoquée au château. Tous les hauts fonctionnaires y assistent. Debout d'un côté de la table, Filia explique la crise, la montée imminente des invasions de monstres qui pourraient être multipliées par 20, bien qu'elle garde un extérieur composé, elle est toujours surprise à l'intérieur. Le prince Oswald n'a pas seulement écouté sa théorie, il a agi en conséquence. En Guertonia, ses idées ont été rejetées d'emblée, le prince Julius lui avait toujours dit de connaître sa place. Peu importe combien elle voulait juste aider, le poids de ses mots touche. La salle sombre dans la panique. Si le nombre de monstres se multiplie vraiment comme elle le prédit, leurs forces actuelles seront débordées. La démarche logique serait d'augmenter la présence militaire, mais leurs fonds de défense sont faibles pour l'année. Filia se prépare au doute, mais le prince Oswald brise le silence. Il propose de tripler le budget militaire, allant même jusqu'à offrir d'en parler à la fois à son père et à son frère. Sa confiance en elle apaise le sale. Il y a un moment d'hésitation, puis des murmures d'approbation. Personne n'exprime d'objection. Filia n'arrive pas à croire la confiance que le prince Oswald a en elle, alors elle veut l'aider en retour. Avec l'aide des responsables du château, elle examine ses cartes et rédige des stratégies de défense. Mais même après des heures de planification, leurs forces disponibles restent insuffisantes. Il n'y a pas assez de temps ni de portée pour couvrir l'ensemble de leur territoire. Elle hésite, mais propose une autre solution, celle de construire une grande barrière de purification. C'est un rituel ancien et puissant, assez fort pour protéger tout le royaume. Jorn, l'un des dirigeants de l'église, note la difficulté que ce rituel représente, mais Filia peut le faire. Le seul inconvénient est qu'elle doit rester au centre de la formation, agissant comme son noyau. Cela signifie rester dans la capitale et ne pas pouvoir effectuer les autres tâches saintes qu'elle a faites jusqu'à présent. Elle s'attend à une hésitation de la part du prince, peut-être même déception. Mais à sa surprise, il accueille le plan, il lui assure qu'elle fait déjà plus que suffisamment, mais que la garder en sécurité dans la capitale est un meilleur résultat. Plus tard, dehors le château, Filia se tient calmement sous le ciel ouvert, comme si elle était plongée dans de profondes pensées quand le prince Oswald s'approche, et elle admet que sa petite sœur lui manque. Mia ne connaît aucun rituel ancien comme elle, donc elle ne pourrait pas réaliser un tel rituel si le besoin se faisait sentir. Filia craint pour sa sécurité, elle n'est pas sûre de la réaction du prince face à ce sentiment, mais il hoche simplement la tête. Bien sûr qu'elle s'inquiète, elle est une sœur, c'est tout à fait naturel. Pour la rassurer, il organise l'envoi d'une lettre à Mia.
Gertonia. Donc, Filia écrit une lettre pour sa sœur dans la bibliothèque du château pour l'envoyer à Gertonia avec l'aide du prince. De retour à Gertonia, Mia est encore submergée par la colère et le chagrin. Le départ soudain de sa sœur la hante toujours. Personne ne lui donne de réponse claire. Ses parents répètent la même chose, que c'était la volonté de Filia, mais Mia ne le croit pas. C'est vrai, elle doit l'entendre de la bouche du prince Julius lui-même. Mais quand elle arrive à ses appartements, elle ne trouve pas de réponse. À la place, elle trouve un grand bouquet de roses rouges près de la porte et le prince Julius agenouillé avec un proposition. Il demande sa main en mariage. Mia le regarde avec stupéfaction. Filia est partie il y a seulement quelques jours et maintenant il est à genoux devant elle, son estomac se tord. La prise de conscience la frappe comme une vague froide. Peut-être que la raison pour laquelle leurs parents n'ont pas pleuré le départ de Filia est parce qu'ils avaient tout planifié depuis le début. Mais Mia garde sa réaction cachée. Elle masque sa fureur derrière un sourire doux et répond au prince en disant qu'elle a besoin de temps pour réfléchir. Le prince Julius, charmé par elle, accepte sans poser de questions. Mia fait semblant d'accepter, mais à l'intérieur, sa détermination s'affûte. Elle prévoit de gagner sa confiance et de découvrir la vérité, pourquoi sa sœur a été envoyée, ce qui s'est réellement passé et qui a été impliqué. Derrière elle, elle part en souriant, cachant le dégoût qu'elle ressent. Pour sa sœur, elle endurera tout. Ce jour-là, Mia commence sa propre enquête tranquille mais déterminée sur le départ soudain de Filia. Elle remarque des choses étranges autour de la maison, un contrat signé pour la construction d'un nouveau manoir, des bijoux flambant neufs cachés parmi les vieilles boîtes de leur mère. Autour du prince Julius, Mia continue de sourire doucement, écoutant tranquillement même lorsqu'il insulte Filia, tout en accomplissant ses devoirs de sainte. Mais même cela semble creux, car les apparitions de monstres deviennent plus fréquentes. De retour à la maison, ses parents s'inquiètent du retard de la décision de Mia. Ils craignent que le prince ne change d'avis si elle n'accepte pas sa proposition bientôt. Son père, faisant les 100 pas devant la cheminée, sort une lettre envoyée par Filia adressée à Mia et sans hésitation la jette dans le feu. Les flammes dévorent les mots de Filia qui n'arriveront jamais entre les mains de Mia. Ignorant la destruction de la lettre, Mia poursuit son plan. Elle se rend à ses quartiers mais s'arrête en entendant des voix au-delà de la porte. Deux hommes parle de son père, il mentionne comment il s'est débarrassé de son fardeau, en a tiré profit et a même gagné la faveur des cercles influents. Au fur et à mesure que la conversation se déroule, le cœur de Mia se serre. Il parle de Filia, comment elle a été vendue par ses propres parents et son fiancé. Toutes les questions que Mia se posait sur le départ de sa sœur trouvent une réponse à cet instant. Les hommes continuent, remarquant combien il est triste que Filia ait été méprisée par sa propre famille. La vision de Mia s'assombrit, ses poings se serrent, elle s'effondre au sol, accablée par le poids de vérité. Son esprit s'embrouille pour tout le temps où Filia a été maltraitée par leurs parents. Elle a essayé de l'ignorer, de prétendre que ce n'était pas si grave, mais maintenant, elle voit toute l'étendue de l'obscurité que sa sœur a endurée. La culpabilité gonfle dans sa poitrine, et à travers des murmures brisés, elle s'excuse auprès de Filia, mais il est trop tard pour des excuses. Le lendemain, le prince Julius rencontre Mia pour discuter de sa réponse à sa proposition. Mais avant de donner sa réponse, Mia demande calmement des nouvelles de sa sœur une dernière fois. Julius soupire d'agacement et se lance dans ses habituelles plaintes, traitant Filia de fardeau, indigne de son titre, et la comparant à Mia. Il rit, balayant son importance, et loue Mia à la place, ses beautés, son obéissance, son charme. Mia serre sa jupe, cachant sa rage derrière son sourire habituel et charmant. Chaque mot du prince la blesse plus profondément, mais elle reste silencieuse. Et puis, une fois qu'il a fini, Mia donne sa réponse. Avec ce même sourire pratiqué, elle dit qu'elle accepte sa proposition. Le prince Julius se lève de joie, mais la tempête ne fait que commencer. Mia, alimentée par le chagrin et la fureur, jure de lui faire payer. Elle gagnera sa pleine confiance, le fera tomber plus amoureux que jamais, et quand le moment sera venu, elle le trahira. Ce sera sa revanche. Ce sera la justice pour sa sœur. Mia est assise seule dans ses quartiers, la lumière des bougies vacillant à côté d'elle alors qu'elle écrit une lettre adressée à Filia. Elle implore de l'aide, citant l'augmentation des observations de monstres et le danger qui pèse maintenant sur le royaume. Elle mentionne également le prince, mais alors qu'elle s'attarde sur ses sentiments, ses mots deviennent personnels. Réflexion. Frustrée, elle froisse la lettre et recommence, ses pensées embrouillées en plein milieu de la phrase. L'encre de son stylo se répand sur la page sous la pression de sa main. Mia se demande pourquoi Filia ne lui a pas encore envoyé une seule lettre. Si Filia avait remarqué les anomalies à travers le pays, n'aurait-elle pas déjà offert ses conseils? Un espoir silencieux s'éveille en elle que la raison n'est pas que Filia elle-même est en difficulté. À Parnacorta, la capitale est vivante avec l'anticipation. Les citoyens se rassemblent autour des cours du palais où Filia doit exécuter le rituel de protection ancien. Le roi décide que c'est le moment idéal pour présenter le nouveau saint au peuple. Le prince Oswald estime que l'introduction est superflue, étant donné la montée rapide en popularité de Filia grâce à ses efforts constants et son travail divin. Mais Filia, posée et sereine, ne montre aucune préoccupation pour les formalités. Soudain, le prince Richard arrive, reconnaissant le travail acharné de Filia pour le royaume. Il déclare que c'est la meilleure décision qu'il ait jamais prise.
même si lui et Oswald s'étaient autrefois disputés à ce sujet. Filia reste silencieuse, son attention déjà portée sur le rituel à venir. Avant qu'elle ne puisse partir, le prince Oswald lui dit sincèrement qu'il confie le royaume à ses soins. Sans un mot, elle se dirige vers sa place légitime. La foule la regarde avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. En marchant, elle réfléchit à la gentillesse des habitants de Parna Corta. Bien que ce ne soit pas son choix d'être ici, elle promet silencieusement de protéger le royaume et ses habitants. À cet instant, elle réalise que malgré les circonstances, elle veut rester et servir comme leur sainte. Filia s'agenouille, les mains jointes en une prière sincère, cherchant protection pour le royaume. Une douce lueur l'enveloppe, s'intensifiant progressivement jusqu'à ce qu'elle rayonne d'une lumière divine. Presque comme une déesse, les gens regardent avec émerveillement alors que des éclats de lumière scintillent autour d'elle, projetant une lueur fascinante. Sa prière s'intensifie, et les piliers entourant le royaume vibrent de puissance. Du sol, une barrière translucide s'élève, entourant Parna Corta, protégeant le royaume de tout mal qui pourrait s'approcher. Les gens sont stupéfaits, incapables de croire leurs yeux. Le royaume lui-même est enveloppé d'une force impénétrable. Filia continue sa prière jusqu'à ce que le grand cercle de purification s'active et qu'un ancien symbole apparaisse dans le ciel. Filia se lève lentement, son souffle est léger mais régulier. Elle se tourne vers les gens, son attitude calme comme si rien d'extraordinaire ne venait de se passer. Le rituel est terminé. Soudain, une entité démoniaque apparaît dans l'esprit de Filia, sa voix sombre et sinistre. Elle lui dit qu'elle l'a enfin trouvé. Avant qu'elle ne puisse rassembler ses pensées, les gens commencent à l'entourer, la félicitant et l'applaudissant pour le rituel. Succès. Tout le royaume est impressionné par ses actions. Plus tard dans la journée, Lena se promène dans les rues, profitant de la paix que Filia a apportée à Parna Corta. Alors qu'elle marche, les gens l'approchent, la couvrant de cadeaux, légumes, fruits, œufs, pâtisseries, écharpes tricotées, cosmétiques et même les fleurs. Chaque article est accompagné d'un message sincère. C'est pour Filia. Les habitants du royaume sont profondément reconnaissants pour tout ce qu'elle a fait, et ils montrent leur gratitude de la manière la plus sincère possible. Arrivant chez Filia, Lena est fatiguée de sa marche, mais est surprise de voir Filia occupée par le travail une fois encore. Même si elle est soulagée de ses devoirs de sainte, Filia n'a rien trouvé d'autre pour occuper son temps. Lena l'exhorte à se reposer, mais Filia ne sait tout simplement pas comment faire. Elle n'a pas de passe-temps, rien qu'elle puisse faire pour remplir le vide. Lena propose de marcher, mais Lena elle-même sait que cela ne ferait que causer une agitation, les gens se précipitant pour la voir. Filia admet également qu'elle ne sait rien du jardinage ou de la pêche, ce qui ne lui laisse aucune option. Après une pause, Lena a une idée. Filia aime lire, alors Lena lui suggère d'essayer plus souvent. Quand Lena mentionne les romans d'amour, Filia a l'air confuse. Elle n'en a jamais lu de ce genre. Ses livres ont toujours été axés sur ses devoirs de sainte. Filia exprime de l'indifférence envers la romance, non pas parce qu'elle ne la veut pas, mais parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de l'explorer. Son esprit dérive brièvement vers le prince Oswald, mais elle chasse rapidement cette pensée. Lena, déterminée à aider, prête à Filia sa collection de romans d'amour, impatiente de voir si elle va les aimer. Soudain, la porte s'ouvre et le prince Oswald entre, escorté par Leonardo. Lena le salue chaleureusement et il exprime son désir de parler avec Filia. Il décide d'aller quelque part de tranquille pour le thé et les desserts. Avant d'aborder la véritable raison de sa visite, Oswald ressent le besoin de clarifier quelque chose à propos de ce que son frère a mentionné plus tôt. Il sait que Filia ne veut peut-être pas s'attarder là-dessus, mais il insiste pour s'expliquer. Oswald lui dit que ce n'est pas qu'il ne voulait pas d'elle à Parna Corta, c'est la façon dont elle a été amenée ici qui le dérangeait. Acheter une sainte d'un autre royaume lui semblait mal, comme si elle était traitée comme une marchandise. Il admet que lui et son frère ont perdu leur sang-froid à cause de cela. Mais il veut qu'elle sache qu'il est vraiment content qu'elle soit venue dans leur royaume. Ses sentiments envers sa présence sont sincère. Avant qu'il ne puisse continuer, Leonardo interrompt, rappelant à Oswald la vraie raison de sa visite. Oswald demande alors à Filia si elle envisagerait de devenir tutrice pour quelqu'un dans le besoin. Au dîner, Filia évoque l'offre de tutorat, incertaine si elle est faite pour cela. Rôle, Lena l'encourage, disant qu'elle serait parfaite pour ça. Bien que la future sainte soit plus jeune, Lena pense que ce serait bien pour Filia d'avoir de la compagnie pour ses devoirs sacrés. En entendant cela, Filia ne peut s'empêcher de penser à sa sœur, Mia. Elle n'a toujours pas reçu de réponse à la lettre qu'elle a envoyée. Léonard, remarquant son inquiétude, promet de vérifier si le messager l'a correctement livré à Gertonia. Filia retourne à son repas et commente à quel point c'est délicieux. Lena et Léonard sont visiblement ravis par le compliment. Quand Filia est arrivée pour la première fois à Parna Corta, elle était souvent silencieuse et réservée. Mais maintenant qu'elle commence à exprimer ses pensées plus librement, tous les deux remarquent le changement. Leonardo, qui prépare ses repas dernièrement, se sent particulièrement fier d'entendre ses éloges. Cependant, Leonardo ne s'attribue pas tout le mérite. Tout ce qui se trouve sur la table de Filia, les plats, les pâtisseries, même les fleurs, a été envoyé par les habitants de Parna Corta, qui l'admirent profondément. Alors qu'elle mange tranquillement, Filia réfléchit à tout ce qui s'est passé depuis son arrivée. Elle a vécu des choses qu'elle ne connaissait pas à Gertonia. Pour cela, elle est vraiment reconnaissante envers les gens, ainsi qu'à Lena et Léonard qui ont été à ses côtés tout au long. Pendant ce temps, en Gertonia, Mia dîne avec le prince Julius lors d'un dîner festif. Il sourit et lui promet des repas comme celui-ci tous les jours après leur mariage. Mia acquiesce, arborant un sourire poli, bien qu'au fond d'elle, ses véritables sentiments restent cachés. Cette même nuit, Lena entre dans la chambre de Filia avec une nouvelle excitante. Mia a répondu.
Filia prend la lettre avec des mains impatientes, mais en parcourant la page du regard, son expression change rapidement. Mia écrit qu'elle n'a reçu aucun message de Filia, ce qui confirme que la lettre qu'elle a envoyée n'est jamais parvenue à sa sœur. C'est intriguant, car le messager de Parna Corta avait juré qu'il l'avait livrée à leur domicile à Gertonia. Filia soupçonne immédiatement que ses parents ont peut-être détruit la lettre avant qu'elle n'atteigne Mia. Ils sont déterminés à couper tout contact entre elle et Mia. La voyant découragée, Lena et Léonard proposent rapidement une solution. Ils présentent Filia à quelqu'un qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Imari, une figure discrète qui sort de son plafond. À la surprise de Filia, Imari est l'une de ses gardes personnelles assignée pour la protéger en secret. Elle était proche tout le temps, cachée derrière les arbres pendant ses devoirs sacrés, se fondant dans la foule pendant la fête de bienvenue. Filia ne l'a jamais vue, mais maintenant, tout a du sens. Imari est une ninja formée pour rester invisible. Avec l'aide d'Imari, Lena croit qu'ils peuvent envoyer une lettre à Mia en toute sécurité cette fois-ci. Filia, bien qu'elle n'ait jamais rencontré de ninja auparavant, en sait assez sur eux grâce à ses études. Léonard exprime ses inquiétudes à Imari qui écoute calmement. Pour atteindre Gertonia, Imari doit traverser un terrain dangereux infesté de monstres. Pourtant, elle rassure Filia qu'elle est entièrement équipée et formée par le royaume pour la servir et la protéger. Elle est prête à risquer sa vie, si nécessaire, pour le bien de la sainte. Émue par sa détermination, Filia accepte de confier à Imari une lettre pour Mia à une condition. Si un danger se présente en chemin, Imari doit donner la priorité à sa propre sécurité et se retirer. Cependant, s'il devient possible d'atteindre Mia en toute sécurité, elle doit livrer la lettre et assurer la protection de sa sœur à tout prix. Alors Imari s'agenouille, acceptant la demande de Filia. De tout cœur, à Gertonia, Mia se tient profondément dans les bois, élevant les piliers sacrés nécessaires pour former une barrière autour du royaume. Derrière elle, les soldats applaudissent, impressionnés par sa rapidité et son dévouement en tant que sainte. Certains murmurent même des comparaisons avec Filia, affirmant que Mia est meilleure, mais Mia connaît la vérité et trouve leurs paroles presque risibles. Bien qu'il soit vrai qu'elle puisse invoquer des piliers plus rapidement que sa sœur, c'est le seul avantage qu'elle a. Ses barrières sont beaucoup plus faibles, fragiles même, comparées qu'aux boucliers puissants et durables de Filia. Une forte horde de monstres pourrait facilement percer les siennes, à moins qu'elle n'empile plusieurs barrières pour renforcer la défense. Cette méthode, bien qu'efficace, prend beaucoup plus de temps et demande plus d'énergie. Au milieu de ses pensées, Mia rencontre soudainement un grand essaim de monstres bloquant son chemin. Les soldats derrière elle crient et paniquent, mais c'est tout ce qu'ils réussissent à faire. Paralysés par la peur, aucun d'eux ne bouge pour aider. Mia avance seule, lançant un sort puissant qui envoie une vague d'énergie à travers la horde de monstres qui avance. Pourtant, malgré ses efforts, plus de monstres se précipitent, bien plus qu'elle ne l'avait prévu. Il est clair qu'il se passe quelque chose de mal. Sans hésitation, elle relance le même sort, y mettant plus d'énergie. Elle, en respirant lourdement, Mia se retourne, seulement pour trouver les soldats partis. Ils s'étaient enfuis pendant qu'elle se battait, la laissant faire face seule à la menace. C'est comme si Mia devait être celle qui garde. Eux, épuisés par la fatigue, Mia s'effondre, manquant de peu le sol, jusqu'à ce que quelqu'un la rattrape. C'est Imari, déguisée en homme sous un capuchon. Cap! Elle commente la fatigue de Mia et lui tend doucement un mouchoir. En l'acceptant, quelque chose en tombe, une lettre pliée cachée sous le tissu. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle reconnaît immédiatement l'écriture. C'est de sa sœur, Filia. Surprise, Mia demande rapidement des nouvelles de sa sœur. Imari l'assure que Filia est saine et sauve. Elle explique que les habitants de Parna Corta apprécient énormément les efforts de Filia, lui offrant tout le soutien dont elle a besoin. C'est aussi pourquoi Imari a été envoyé pour livrer cette lettre et vérifier Mia. Mia serre la lettre, son cœur se gonfle d'émotion. Savoir que sa sœur est enfin dans un endroit où elle est choyée et valorisée lui apporte un sentiment inattendu de soulagement. Avant qu'ils ne puissent parler davantage, les soldats finissent par les rattraper, appelant Mia et lui demandant si elle va bien. Imari se prépare à partir, mais Mia l'arrête. Elle dit doucement à Imari qu'elle laissera sa porte ouverte ce soir-là, l'invitant à venir pour qu'elle puisse parler davantage de sa sœur et de la lettre. Imari hoche la tête pour montrer qu'elle comprend avant de disparaître dans la forêt. Cette nuit-là, Mia, déjà en chemise de nuit dans sa chambre, voit soudain une silhouette descendre doucement du plafond. C'est Imari. D'abord surprise, Mia réalise rapidement que c'est elle. Imari explique qu'elle a utilisé le plafond pour éviter d'alerter les gardes et qu'elle est entrée sans être vue. Son déguisement précédent en homme était également nécessaire pour rester inaperçue dans la journée. Terrain, Mia a déjà lu la lettre plusieurs fois avant l'arrivée de Imari. Dans celle-ci, Filia partage ce qu'elle a fait à Parna Corta au cours des derniers jours. Mia ressent une pointe d'envie, souhaitant qu'elle avait été là pour voir sa sœur accomplir le rituel ancien. Imari confirme tranquillement que c'était une vue magnifique. Malgré son admiration pour Filia, Mia commence à ressentir un poids qui pèse sur elle. Elle sait qu'elle doit finalement maîtriser ce même rituel pour protéger son propre royaume, mais au fond d'elle, le doute s'installe. Elle n'est pas sûre de pouvoir le réaliser avec la même force et grâce que sa sœur. Le bien-être de Gertonia pèse aussi lourdement sur l'esprit de Filia. Avec le prince Julius maintenant aux commandes, son narcissisme et ses décisions égocentriques rendent Mia hésitante à prendre des mesures audacieuses. Action. Alors que Mia partage ses préoccupations, Imari se souvient des instructions de Filia pour protéger sa sœur quoi qu'il arrive. Avec une détermination tranquille, elle propose solution. Si Mia souhaite vraiment s'échapper,
Imari peut facilement l'emmener à Parna Corta. Là, elle serait plus en sécurité, réunie avec Filia, et loin des pressions de la cour de Guertonia. Mia hésite. La pensée de revoir sa sœur éveille quelque chose en elle. Après tout, il n'y a aucune raison pour elle de rester. Le royaume a autrefois trahi Filia, l'exilant,